Il pensait qu'elle était invisible, juste une serveuse dans un uniforme bon marché débarrassant les miettes de l'élite. Mais ils ne savaient pas qui elle avait été. Ils ne savaient pas que la femme versant leur eau pétillante pouvait lire les petits caractères d'une sentence de mort à l'envers dans une langue qu'ils pensaient posséder. Quand le milliardaire Sheikh Omar Aliad leva sa plume pour signer 200 millions de dollars à un requin américain charismatique, il s'attendait à un partenariat. Au lieu de cela, il obtint un sauveur en tablier. Une phrase en parfait arabe royal changea tout. Ceci est un faux. Et la guerre qui suivit, elle se produisit juste à la table 7. La salle d'obsidienne ne servait pas seulement de la nourriture. Elle servait du pouvoir. Situé au 40e étage d'un gratte-ciel qui perçait les nuages de Manhattan, le restaurant était un théâtre de velours sombre, d'éclairage doré tamisé et des chuchotements étouffés d'hommes qui déplaçaient des économies avec un appel téléphonique. Elan ajusta son tablier, ses doigts rugueux de la solution de Javel utilisée pour essuyer les postes de préparation. Elle vérifia son reflet dans le laiton poli de la station de service. Son visage était émacié, ses yeux assombris par 3 mois de doubles équipes et d'insomnie. Pour les clients de la salle d'obsidienne, Eloane n'était pas une personne. Éclaircit la gorge. Elle était un objet en mouvement, un mécanisme qui livrait du bœuf wagyu et retirait les verres à vin vide. « Table 7 maintenant », claqua Giles, le gérant de salle. Giles était un homme qui portait des costumes trop serrés, tentant d'extraire une aura d'autorité d'un polyester bon marché. Et ne les regardait pas dans les yeux. C'est Preston Calloway. Eloane se figea. Le nom resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Preston Calloway, le capital risqueur qui avait fait la couverture de Forbes le mois dernier, surnommé le requin de Silicon Alley. Il reçoit un VIP. Giles siffla, vérifiant sa montre. Une baleine saoudienne. Si vous laissez tomber ne serait-ce qu'une cuillère, Eloane, vous n'êtes pas seulement viré. Je ferai en sorte que vous ne travailliez plus jamais dans cette ville. Bougez. Elo acquiesça, gardant la tête baissée. Elle attrapa le plateau de verre à eau en cristal et se dirigea vers la salle. Elle connaissait la procédure. Soyez silencieuse, soyez rapide, soyez invisible. Alors qu'elle approchait de la table 7, la meilleure place de la maison, surplombant l'étendue scintillante de Central Park, elle sentit la température chuter. Preston Calloway était assis dos à la vue. Il était plus jeune qu'il n'y paraissait dans les magazines, peut-être fin trentaine, avec une mâchoire qui pouvait couper du verre et des yeux qui semblaient calculer constamment la dépréciation de chacun dans la pièce. Éclaircit la gorge. Assis à côté de lui se trouvait un homme qu'Eloane reconnaissait des nouvelles, Derek Soule, le fixeur de Calloway, un avocat réputé pour enterrer les procès et déterrer des informations compromettantes. En face d'eux était assise la cible. Le cheikh Omar Aliad était un homme d'une dignité tranquille. Il était plus âgé, peut-être 60 ans, avec une barbe taillée à la perfection et des yeux aimables et fatigués. Il portait un costume italien sur mesure, mais ses perles de prière reposaient sur la nappe blanche à côté de son téléphone. Il semblait déplacé parmi les loups, un homme de tradition, assis dans une tanière de modernité. « L'eau, dit Calloway, ne levant pas les yeux du folio relié en cuir devant lui. Il tapota un doigt sur la table. Versée, Eloane se déplaça efficacement. Elle versa l'eau pétillante, veillant à ne pas laisser la bouteille toucher le cristal. « Brillante opportunité, vraiment, » disait Calloway, sa voix, un baryton suave conçu pour désarmer. Le secteur de la technologie à Riyad est en plein essor, Omar, mais il manque d'infrastructures. Ma firme Calloway Global fournit le pont. Nous construisons les centres de données. Vous fournissez le soutien souverain. C'est un mariage du siècle. Omar sourit poliment, son anglais fortement accentué mais fonctionnel. J'ai lu la proposition, Monsieur Calloway. Les chiffres sont ambitieux. La fortune sourit aux audacieux, mon ami, intervint Derek,
affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et nous avons pris la liberté de traduire l'addendum final en arabe pour vous, comme demandé, juste pour vous assurer que vous êtes à l'aise avec les clauses de liquidité. La main d'Eloa trembla légèrement alors qu'elle complétait le vers d'Omar. Arabe. Le mot déclencha une douleur sourde dans sa poitrine. Un souvenir d'une vie qu'elle avait enterrée. Une vie avant la dette, avant le scandale qui avait ruiné son père, avant qu'elle ne frotte les sols pour payer les factures médicales de sa mère. Elle avait grandi à Dubaï et à Beyrouth, fille d'un diplomate britannique. Elle avait rêvé en arabe avant de rêver en anglais. Elle connaissait la cadence, la poésie et les arêtes légales aiguisées de la langue. « C'est gentil de votre part, dit Omar, tendant la main vers le document. Derek le fit glisser sur la table. Mon équipe juridique est à Londres, elle dort. Je ne voulais pas les réveiller pour une simple signature. Pas besoin d'avocat quand on a des amis, dit Calloway, sa voix tombant à un murmure conspirateur. Ceci est un accord d'exclusivité standard. Il bloque juste le transfert de 200 millions de dollars pour que nous puissions commencer les travaux lundi. Si nous attendons les avocats, nous perdons la fenêtre de permis gouvernemental. Pression. Le plus vieux truc du livre. Créer l'urgence là où il n'y en a pas. Eloane finit de verser et recula d'un pas, ayant l'intention de disparaître dans l'ombre. Mais quelque chose l'arrêta. Derek parlait maintenant. Il pointait un paragraphe sur la 3e page du document, le texte arabe, dense et complexe. Ici, dit Derek, sa voix dégoulinante de fausse assurance. Cette clause stipule simplement qu'en cas improbable de retard de projet, les fonds sont détenus en fiducie, totalement remboursables, sûrs comme des maisons. Les yeux d'Eloa se fixèrent involontairement sur la page. La police était petite, mais la lampe de table l'éclairait clairement. Elle lut le texte. Son cœur s'arrêta. Le texte arabe ne disait pas que les fonds étaient détenus en fiducie. Il utilisait le terme « tahil nihai », transfert irrévocable. Et pire, la ligne suivante ne concernait pas les retards de projet. C'était une renonciation à l'immunité souveraine. Si Omar signait cela, il ne mettait pas de l'argent dans un projet, il offrait 200 millions de dollars à la holding personnelle de Calloway au Cayman sans aucun recours légal pour le récupérer. C'était du vol. Un vol pur, sophistiqué, en plein jour, déguisé en accord commercial. Elo sentit le plateau dans sa main devenir lourd. Elle devrait partir. Elle avait besoin de ce travail. Le traitement de dialyse de sa mère coûtait 3 000 $ par mois. Si elle perdait ce pourboire, si elle se faisait virer, elle serait à la rue. « Pars, Eloane, se dit-elle. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ton combat. » Elle recula d'un pas. « Excellent, dit Omar, débouchant un lourd stylo plume en or. J'apprécie votre transparence, Preston. Il est rare de trouver l'honneur dans les affaires de nos jours. » Le mot « honneur » frappa Eloane comme un coup physique. Elle regarda Preston Calloway. Il observait la main du cheikh, ses yeux prédateurs, un requin sentant le sang dans l'eau. Il réprimait un sourire narquois. Eloane prit une inspiration qui sentait le parfum cher et le canard rôti, une inspiration qui avait le goût de la peur. Elle ne partit pas. Elle s'avança. Le restaurant était bruyant, le tintement des couverts, le piano jazz, le bourdonnement des conversations. Mais pour Eloane, le monde devint silencieux. Tout ce qu'elle entendait était le frottement de la pointe du stylo du cheikh touchant le papier. « Plus d'eau, monsieur. » Sa voix fut plus forte qu'elle ne l'avait voulu. Elle fendit la bulle de tension à la table 7. La tête de Preston Calloway se redressa. Ses yeux se plissèrent, 2 éclats de glace bleue. « Nous allons bien. Laissez-nous. »« J'ai remarqué que votre verre était bas. » Eloane balbutia, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. Elle déplaça la bouteille, planant près du document. Elle devait être sûre. Elle devait voir l'entête. Oui, il était là. Al-Kil al-Rasmi,
Pas un accord de partenariat. Une procuration générale. J'ai dit, laissez-nous. Preston grogna, son charme s'évaporant instantanément. Il fit un geste de la main de manière désinvolte, comme pour chasser une mouche. Giles éloignait cette fille de la table. Giles, qui avait surveillé comme un faucon depuis le poste de maître d'hôtel, commença à s'approcher, le visage violet de rage contenue. Le cheikh leva les yeux, confus par l'agression soudaine. Il fit une pause, le stylo planant à quelques millimètres de la ligne de signature. « C'est bon, Preston, elle fait juste son travail. » Omar regarda Eloane. Pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un la voyait vraiment. Il vit le col effiloché de sa chemise, les cernes sous ses yeux et la terreur pure vibrant à travers son corps. « Merci, mon enfant, dit gentiment Omar, mais nous sommes en réunion privée. » Eloane serra la bouteille d'eau. C'était ça. Le moment de non-retour. Giles était à 10 pieds. Dans 5 secondes, elle serait traînée. Changea de langue. Les sons roulèrent de sa langue, gutturaux et mélodiques, aigus et précis. Alors, ne signez pas. C'est un piège. Le silence qui suivit fut absolu. C'était comme si quelqu'un avait débranché tout le restaurant. Le cheikh se figea. Ses yeux s'écarquillèrent, fixant ceux de loin. Preston Calloway cligna des yeux. Il ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le ton et il comprenait certainement la réaction du cheikh. « Qu'avez-vous dit? » Preston demanda, se levant, sa chaise raclant violemment le sol. « Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? » Eloane ne regarda pas Preston. Elle garda les yeux fixés sur Omar. Elle parla de nouveau, plus vite cette fois, l'arabe coulant parfaitement avec l'accent aristocratique distinct de la classe supérieure levantine, un accent qu'une serveuse ne devrait pas avoir. Le document n'est pas un accord de fiducie, Votre Excellence. C'est un transfert irrévocable de fonds avec une renonciation à l'immunité. Clause 4, ligne 3. Il vous ment sur la traduction. L'homme à côté de vous ne traduit pas. Il fabrique. Le visage d'Omar devint pâle. Il abaissa lentement la plume. Il éclaircit la gorge, regarda le document, puis Derek, puis de nouveau Eloane. « Qu'est-ce qu'elle dit? » demanda Derek, sa voix montant d'une octave. Il semblait paniqué. « Omar, elle est folle. Elle est probablement sous drogue. Regardez-la. » Giles arriva à la table, essoufflé et en sueur. Il attrapa le bras d'Eloane, ses doigts s'enfonçant dans son biceps. « Je suis tellement désolé, Monsieur Calloway. Elle est nouvelle. Elle est instable. Je la retire immédiatement. Venez avec moi, espèce de stupide. » Relâchez-la. Le commandement était doux, mais il portait le poids d'une montagne. Omar Aliad ne cria pas. Il ne se leva pas. Il posa simplement sa main sur le document. Giles se figea. « Monsieur, j'ai dit relâchez-la, » répéta Omar, sa voix durcissant. Il tourna son regard vers Derek. « La jeune femme affirme que vous avez mal traduit la clause 4. Est-ce vrai, Monsieur Saul? » Derek rit nerveusement, essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. « Bien sûr que non, Omar, c'est une serveuse. C'est probablement une éclaircie de la gorge, une réfugiée qui a appris quelques mots d'argot de rue. Allez-vous prendre des conseils juridiques de quelqu'un qui nettoie les tables? » Preston Calloway lissa sa veste de costume, retrouvant son calme. Il adressa un sourire charmant et apitoyé au cheikh. « Omar, s'il vous plaît, c'est embarrassant. Laissez Giles jeter les poubelles pour que nous puissions conclure nos affaires. » La fenêtre se ferma à minuit. Omar regarda Preston, puis il regarda Eloane. Il vit le désespoir sur son visage, mais aussi la défiance. « Lisez-le, » ordonna Omar à Eloane. Il montra le document. « Lisez la clause 4 à voix haute en anglais. » Giles essaya de la tirer à nouveau, éclaircit la gorge. « Monsieur, je ne peux vraiment pas permettre... » « Si vous la touchez encore une fois, » dit Omar, sa voix tombant à un murmure terrifiant, « j'achèterai ce bâtiment et vous expulserai personnellement avant le matin. »
Giles relâcha Eloane comme si elle était du fer rouge. Eloane s'approcha de la table. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. Elle se pencha sur le document, son doigt traçant l'écriture arabe que Derek avait rédigée. Clause 4, lut Eloane, traduisant à la volée. Le signataire accorde par la présente à Callaway Global une autorité illimitée pour transférer la somme de 200 millions de dollars américains au compte spécifié à l'annexe B. Ce transfert est immédiat et non remboursable. Le signataire renonce à tout droit de contester ce transfert devant toute cour de justice, y compris les tribunaux du Royaume d'Arabie saoudite ou des États-Unis. Elle leva les yeux. Il n'y a nulle part mention de fiducie, monsieur. Le mot pour fiducie est wad. Ce document utilise takali. Abandonne. La pièce était silencieuse. Omar Al-Fayed tourna lentement la tête pour regarder Derek Sell. L'avocat était pâle, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Une faute de frappe, queena Derek. Ce doit être une erreur de rédaction. Ma parajuriste, elle est incompétente. Je jure, Omar, je n'ai pas... Et la renonciation à l'immunité? Demanda Omar, sa voix tremblant de rage contenue. C'était aussi une faute de frappe. Preston Callaway claqua sa main sur la table, faisant sauter l'argenterie. Assez de ça. Vous écoutez une servante. Une moins que rien. Elle travaille probablement pour un concurrent. Elle essaie de saboter l'affaire. Preston se tourna vers Eloane. Son visage se tordit en un grognement. Il la domina, utilisant sa taille pour intimider. « Écoutez-moi, petite rate. Je ne sais pas qui vous a payé pour faire ce coup, mais vous venez de faire la plus grande erreur de votre vie. Je vous enterrerai. Je vous poursuivrai en justice pour diffamation jusqu'à ce que vos petits-enfants paient votre dette. » Il lui pointa un doigt au visage. « Maintenant, disparaissez de ma vue avant que je ne vous fasse arrêter. » Ian recula, le conditionnement des 3 derniers mois lui disant de courir, de s'excuser, de se cacher. Mais ensuite, elle regarda de nouveau le document. Elle vit la date, 26 novembre. C'était l'anniversaire de la mort de son père. Le jour où le système avait écrasé un homme bon parce qu'il avait refusé de mentir pour des gens puissants. Quelque chose à l'intérieur d'Eloane se brisa. Ou peut-être quelque chose guérit. Elle écarta la main de Preston. Le bruit de la peau sur la peau résonna dans le restaurant. « Ne me touchez pas, dit Eloane, sa voix claire et résonnante. Elle redressa sa colonne vertébrale, abandonnant la posture de la servante invisible. Elle regarda Preston Callaway dans les yeux, et un instant, elle n'était pas une serveuse. Elle était Eloane Vance, fille de l'ambassadeur Marcus Vance, première de sa promotion à Oxford, parlant couramment 4 langues. « Et je ne travaille pas pour un concurrent, dit-elle, sa voix dégoulinante de dédain. Je travaille pour 12 $ de l'heure, plus les pourboires. Mais contrairement à vous, Monsieur Callaway, je n'ai pas besoin de voler pour gagner ma vie. » Le visage de Preston vira à un rouge violent. « Sécurité !» Giles hurla, voyant la réputation de son restaurant s'effondrer. « Faites venir la sécurité ici maintenant !» 2 grands hommes en costume noir apparurent à l'entrée de la salle à manger. Omar Aliad se leva. Ce n'était pas un homme grand, mais à ce moment-là, il semblait remplir la pièce. Il ramassa la lourde bouteille d'eau en verre qu'Elo avait posée sur la table. « Si la sécurité la prend, dit Omar, ils me prennent. » Il regarda Preston. « Et si je quitte cette étale, Monsieur Callaway, je n'appelle pas mes banquiers, j'appelle le procureur. » Les yeux de Preston papillonnèrent dans la pièce. D'autres convives regardaient, des téléphones étaient sortis. Des gens enregistraient. Il changea de tactique. Il laissa échapper un rire froid et aigu. « Bien, dit Preston, se penchant en arrière et boutonnant sa veste. « Jouez le héros, Omar. Croyez les serviteurs. Laissez tomber l'affaire du siècle. Mais vous oubliez une chose. » Preston sortit un téléphone de sa poche. Il tapota l'écran et le tourna pour qu'Omar et Eloane puissent voir. C'était une photo granuleuse de style surveillance.
Elle montrait une jeune femme, peut-être 20 ans, quittant un bâtiment universitaire à Londres. Votre fille Yasmine, dit Preston doucement. Elle étudie l'architecture à l'UCL, n'est-ce pas? Une jolie fille. Dommage qu'elle se retrouve mêlée à des accusations de drogue. J'entends dire que la police peut être très agressive lorsqu'elle reçoit des tuyaux anonymes sur des étudiants internationaux. Le sang quitta le visage d'Omar. Vous n'oseriez pas, chuchota le cheikh. J'ai besoin de cette signature, Omar, dit Preston, sa voix dépourvue d'émotion. Éclaircit la gorge. La fenêtre de liquidité se ferme dans 20 minutes. Signez le papier. La fille est libre. La serveuse retourne à la cuisine. Et tout le monde rentre heureux. Preston regarda Eloane avec un sourire narquois. Tu voulais jouer dans la cour des grands, ma chérie? C'est comme ça qu'on joue? Eloane regarda la photo de la jeune fille innocente. Elle regarda Omar qui tremblait, le stylo frémissant dans sa main, prêt à signer pour sauver son enfant. L'escroquerie venait de se transformer en prise d'otage. L'image de la jeune fille sur l'écran du téléphone sembla aspirer l'oxygène de la salle d'obsidienne. Le cheikh Omar était affalé sur sa chaise, un homme dont l'empire pouvait résister aux krachs boursiers et aux guerres, mais s'effondrait instantanément à la menace sur son enfant. « Vous avez 5 minutes, » dit Preston, vérifiant sa Rolex. « Signez le transfert ou je passe un appel et le dortoir de Yasmine est perquisitionné. Les étudiants internationaux pris avec cette quantité de cocaïne n'obtiennent pas de caution, Omar. Ils se perdent dans le système. » Derek Soule, l'avocat, semblait mal à l'aise. Il tira sur son col. « Preston, peut-être devrions-nous... » « Tais-toi, Derek. » Preston claqua sans le regarder. « Rédige la confirmation de transfert électronique. » Maintenant, Eloane resta figée. Son esprit s'emballait, connectant des points qui ne devraient pas être connectés. Elle regarda Derek Soule, le regarda vraiment. La calvitie naissante, le tic nerveux de son œil gauche, la façon dont il tapotait son stylo contre son pouce. Elle le connaissait. Pas des nouvelles, pas d'un magazine. Elle le connaissait d'une salle d'audience à Londres il y a 4 ans. « Vous n'êtes pas Derek Soule, » dit doucement Eloane. Preston l'ignora, poussant le stylo dans la main tremblante d'Omar. « Signez, Omar. »« Vous n'êtes pas Derek Soule, » dit Eloane plus fort, s'approchant de l'avocat. « Vous êtes David Sauer. Vous étiez le jeune procureur dans l'affaire Keating, celui qui a perdu la preuve qui aurait innocenté l'ambassadeur. » La tête de Derek se releva. La couleur quitta son visage si vite qu'il ressembla à un cadavre. Le stylo tomba de sa main, cliquetant sur la porcelaine fine. Preston regarda son homme de main, agacé. De quoi elle baragouine? Ramassez le stylo. Mais Derek fixait Eloane avec une horreur pure. Il plissa les yeux, regardant au-delà de l'uniforme de serveuse, du chignon en bataille et de la fatigue. Il regarda la structure de son visage, les yeux qui brûlaient d'une intensité aristocratique. « Eloane, » chuchota-t-il, sa voix se brisant. « Eloane Keating, mon Dieu. Il disait que vous étiez en... Il disait que vous étiez morte ou en rééducation. » « Je me cachais, » dit Eloane, sa voix tremblante d'une rage froide et contenue. « Me cachais de la dette que vous et vos partenaires avez créée. Me cachais de la honte. » Elle se tourna vers Omar, qui observait l'échange avec des yeux écarquillés et confus. « Votre Excellence, » dit Eloane, pointant un doigt tremblant vers l'avocat. « Cet homme n'est pas un avocat d'affaires. C'est un ancien procureur déshonoré du Royaume-Uni. Il a été radié du barreau pour avoir falsifié des preuves dans le procès de Marcus Keating. Mon père. »« C'est un mensonge !» cria Derek, se levant, mais ses genoux s'entrechoquaient. « Est-ce le cas ?» pressa Eloane, sentant la fissure dans leur armure. « Mon père était un diplomate honnête. Il a découvert un réseau de blanchiment d'argent utilisant des fonds souverains exactement comme celui-ci. Et soudain, des preuves de détournement de fonds sont apparues dans ses comptes. Il est mort d'une crise cardiaque dans sa cellule une semaine plus tard.
C'est vous qui avez signé les documents de découverte, David. Vous l'avez enterré. Elle se tourna vers Preston. Vous avez choisi un partenaire avec un casier judiciaire, Monsieur Calloway. Si l'équipe de sécurité du Cheikh vérifie les antécédents de David Sarr au lieu de Derek Soule, savez-vous ce qu'ils trouveront? Fraude, parjure et un mandat d'arrêt au Royaume-Uni. Preston Calloway resta immobile. L'arrogance ne quitta pas son visage, mais elle se figea, se transformant en un masque de calcul. Il regarda Derek. « C'est vrai? » demanda Preston doucement. « J'ai changé de nom, » éclaircit la gorge, balbutia Derek, transpirant abondamment. « C'était un nouveau départ, Preston. Vous savez comment c'est. Ça n'a pas d'importance. Nous avons le levier, nous avons la fille. » « Vous n'avez rien, » dit Eloane, prenant un pari énorme. Elle sortit son propre téléphone de la poche de son tablier. Un modèle Android bon marché et fissuré. Parce que j'ai enregistré l'audio depuis que je suis arrivé à la table. Elle mentait. Elle n'avait pas, mais ils ne le savaient pas. Et je viens d'appuyer sur envoyer au contact étiqueté ligne d'information du NYPD et au bureau métropolitain du New York Times. C'était un bluff désespéré et terrifiant. Preston Calloway la fixa pendant 10 secondes angoissantes. Personne ne bougea. Les bruits du restaurant, le house, les rires semblaient à 1 million de miles. Puis Preston sourit. C'était un sourire qui glaça le sang d'Eloane. « Vous mentez, » éclaircit la gorge, dit Preston. « Vous êtes une serveuse qui fait une double équipe à la salle d'obsidienne. Vous n'avez pas de signal dans ce coin du bâtiment. Les poutres en acier dans les murs le bloquent. C'est pourquoi j'ai choisi la table 7. » Il sortit son propre téléphone et lui montra les bords. Zéro service. Le cœur d'Eloane s'effondra. « Bel essai, Mademoiselle Keating, » dit Preston, sa voix tombant à un grognement. « Mais vous venez de jouer votre dernière carte. Et maintenant, vous êtes devenu un fardeau. » Il claqua des doigts aux 2 gardes de sécurité se tenant près de l'entrée. « Dégagez la section, » ordonna Preston, se levant et boutonnant sa veste. « Et amenez-les tous les 2. Nous finissons ça dans la cuisine. » La transition de la salle à manger à la cuisine fut comme passer du paradis à l'enfer. La double porte s'ouvrit et le silence de la salle à manger fut remplacé par le rugissement des ventilateurs industriels, le cliquetis des casseroles et les cris d'ordre. La vapeur sifflait des marmites surdimensionnées. Les flammes jaillissaient des plaques de cuisson. « Continuez à marcher !» grogna le garde derrière Eloane, la poussant en avant. Eloane trébucha, se rattrapant sur une table de préparation en acier inoxydable. Un sous-chef leva les yeux, surpris, tenant une louche de bisque. « Hé, vous ne pouvez pas être là en costume !» cria le chef. « Code de la santé! Sortez! »« Dégagez !» Preston aboya, brandissant un badge qui semblait vaguement officiel, mais ne l'était absolument pas. Affaire de sécurité privée. Tout le monde dehors, maintenant. Giles, le gérant, arriva en courant, se tordant les mains. « Monsieur Calloway, s'il vous plaît, le rush du dîner. Nous avons des soufflets au four. Vous ne pouvez pas simplement réquisitionner la cuisine. Je viens d'acheter le restaurant, Jays. » Preston cria, sa façade de sophistication se fissurant complètement. « J'achèterai tout ce putain de bâtiment. Si vous ne videz pas cette pièce en 30 secondes, faites sortir votre personnel ou vous êtes tous virés. » Giles regarda Preston, puis le visage terrifié du cheikh et enfin les 2 gardes massifs. Il fit un calcul. « Tout le monde dehors !» cria Giles au cuisinier. « Faites vos pauses, sortez par l'arrière. » Le personnel de cuisine, confus et marmonnant, laissa tomber ses ustensiles et sortit par la sortie arrière dans l'allée. En 1 minute, la cuisine industrielle massive et étincelante était vide, à l'exception du bourdonnement des réfrigérateurs et du bouillonnement des casseroles abandonnées. Preston traîna un tabouret en métal au centre de la pièce. Il y poussa le cheikh Omar.
La réception est meilleure ici, dit Preston, vérifiant son téléphone. Il composa un numéro. Mettez la file sur haut-parleur. Un instant plus tard, une voix terrifiée emplit la pièce carrelée. Baba, 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 il y a des hommes à la porte. Ils disent qu'ils sont la police. Ils frappent à la porte. J'ai peur. Yasmine, cria Omar, essayant de se lever, mais un garde lui plaqua une main lourde sur l'épaule, le maintenant. Dis-lui d'ouvrir la porte, Omar, dit Preston, tenant le téléphone juste hors de portée. Dis-lui de laisser entrer la police ou de signer le papier. Derek Soule ou David Sauer faisait les 100 pas près du bac à plonge, hyperventilant. C'est trop loin, Preston. Enlèvement, extorsion, éclaircit la gorge. Si la fille est blessée, tais-toi, David. Preston rugit. Il se tourna de nouveau vers le cheikh. Signez-le maintenant. Et la serveuse. Preston tourna ses yeux bleus froids vers Eloane. Elle était adossée à la grande porte du congélateur. La serveuse a trop vu, dit Preston. Elle est un accident en puissance. Peut-être une chute, ou peut-être un feu de graisse. Elo regarda autour d'elle désespérément. Elle était acculée. Il y avait des couteaux sur la bande magnétique à 10 pieds, trop loin. Il y avait des casseroles lourdes, trop lourdes pour être balancées assez vite. Elle regarda Omar. L'homme était brisé. Éclaircit la gorge. Il tendait la main vers le stylo que Preston lui présentait. Il allait renoncer à sa fortune pour sauver sa fille. Et une fois qu'il aurait signé, Preston n'aurait aucune raison de les laisser partir. Ils étaient des détails à régler. « Ne le faites pas, votre Excellence !» cria Eloane. « Je n'ai pas le choix, » murmura Omar, les larmes coulant dans sa barbe. « Elle est mon unique enfant. Il va la blesser de toute façon, » cria Eloane s'avançant. « Ne le voyez-vous pas? Il ne peut pas laisser de témoin. Une fois que vous transférez cet argent, il disparaît et nous disparaissons avec lui. « Attrapez-la !» ordonna Preston au deuxième garde. Le garde, un homme au cou aussi épais qu'un tronc d'arbre, se jeta sur Eloane. Eloane ne s'enfuit pas. Elle avait passé les 3 derniers mois à mémoriser l'agencement de cette cuisine. Elle savait exactement où tout se trouvait. Elle tomba au sol, glissant sur les carreaux gras comme un joueur de baseball glissant à la maison. Le garde saisit l'air vide. Eloane se glissa sous la table de préparation en acier inoxydable. Elle donna un coup de pied avec sa lourde chaussure de serveuse, frappant durement le tibia du garde. Il grogna, mais ne tomba pas. Elle roula de l'autre côté, se redressant à côté du poste de lavage de vaisselle commerciale. « Attrapez-la !» Preston cria, le visage violet. Eloane saisit le pulvérisateur, le tuyau haute pression utilisé pour enlever la nourriture des assiettes. L'eau à l'intérieur était brûlante, maintenue à 180 degrés pour l'assainissement. Elle pressa la gâchette. Un jet d'eau bouillante et fumante frappa le visage du premier garde. Il hurla de douleur, se serrant les yeux, et trébucha en arrière, s'écrasant contre un support de verre à vin en train de sécher. Le bruit du cristal brisé explosa comme une bombe. Petite sorcière. Le deuxième garde rugit, sortant un taser de sa ceinture. L'électricité bleue crépita de manière menaçante. Eloane balança le tuyau vers lui, mais le tuyau s'accrocha à un robinet. Il lui manquait quelques centimètres. Le garde se jeta, le taser étincelant. Eloane se jeta en arrière, traversant les portes battantes du garde-manger. Elle se glissa dans la pièce sombre et froide, sentant l'oignon et la pomme de terre. Et elle essaya de claquer la porte, mais la botte du garde la rattrapa. Il l'ouvrit d'un coup de pied, projetant Eloane contre une étagère de tomates en conserve. Elle tomba lourdement, le souffle coupé. Le garde la dominait, le taser bourdonnant. « Fin du jeu, chérie », il ricana. « Non », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Le garde se tourna. Le cheikh Omar Al-Fed se tenait à l'entrée du garde-manger. Il n'était plus le vieil homme brisé sur le tabouret.
Il tenait une lourde poêle en fonte à 2 mains, levée haute au-dessus de sa tête. Laissez-la tranquille. Avec un rugissement surprenant d'effort, le milliardaire abattit la poêle. Clang, le fer rencontra le crâne. Les yeux du garde roulèrent en arrière dans sa tête et il s'effondra au sol comme un sac de farine, le taser glissant sur les coraux. Eloane haleta, se relevant. Elle regarda Omar. Il haletait, son costume en désordre, tenant la poêle comme un guerrier tenant un bouclier. J'ai joué au cricket à Oxford, dit Omar à bout de souffle, un faible sourire terrifié effleurant ses lèvres. J'ai un bon swing. Nous devons bouger, dit Eloane, lui attrapant le bras. Preston est toujours dehors, et l'autre garde. Ma fille, chuchota Omar, la panique revenant. Le téléphone. Nous avons besoin d'un signal, dit Eloane. Son esprit travaillait furieusement. Nous devons sortir de la réception. Ils sortirent du garde-manger à pas de loup. La cuisine était un désordre. Du verre brisé partout. Le premier garde était toujours au sol, gémissant et se serrant le visage. Preston Calloway se tenait près de la porte de sortie, luttant pour l'ouvrir. Elle était verrouillée de l'extérieur. Giles avait dû la verrouiller dans sa panique pour sécuriser le bâtiment. Preston se tourna et les vit. Il vit son garde inconscient. Il vit le chef tenant la poêle. Il ne semblait pas effrayé. Il semblait meurtrier. Il atteignit la poche de sa veste. Il sortit une arme, un élégant pistolet argenté. « Assez de jeu », chuchota Preston. La folie était pleinement dans ses yeux maintenant. « Je forgerai la signature. C'est plus facile comme ça. » Il leva l'arme visant directement la poitrine d'Omar. « Bouge et il meurt », dit Preston à Eloane. Eloane se figea. Ils étaient à 30 pieds l'un de l'autre. La poêle était inutile à cette distance. Le pulvérisateur était hors de portée. « Derek !» cria Eloane, regardant vers le bac à plonge où l'avocat se terrait. « David, regardez-le. Il va tuer un dignitaire étranger. Savez-vous ce qui se passe quand vous tuez un royal saoudien? La CIA ne vous protégera pas. Le MI6 ne vous protégera pas. Ils vous traqueront jusqu'aux confins de la terre. Arrêtez-le. » Derek regarda Preston, puis l'arme. Il tremblait violemment. « Preston, posez-la. » Derek implora. « Nous pouvons juste partir. Nous pouvons nous taire. » Preston tira un coup de semonce au plafond. Bang! Le son fut assourdissant dans la pièce carrelée. La poussière tomba des dalles acoustiques. « Laisse tomber la poêle, Omar, » ordonna Preston. Omar abaissa lentement la poêle. Elle cliqueta sur le sol. « À genoux, » ordonna Preston. Omar s'agenouilla, la tête baissée. Il commença à murmurer quelque chose doucement. Une prière. Preston avança, l'arme stable. Il allait l'exécuter. Ici même. Une mise en scène de meurtre-suicide. Un vol qui a mal tourné. Il trouverait l'histoire plus tard. Eloane regarda le poste d'alarme incendie sur le mur. Il était à 10 pieds. Trop loin. Elle regarda la cuisinière derrière Preston. Une grande marmite d'huile était posée sur le brûleur, laissée par les cuisiniers. Elle fumait. « Hey, Preston! » cria Eloane. Preston ne tourna pas la tête. Il garda les yeux sur Omar. « Dis au revoir, serveuse. » Eloane ne courut pas vers lui. Elle attrapa l'objet le plus proche, une bouteille de brandy à fort degré utilisée pour les desserts, et la lança. Pas sur Preston. Elle la lança sur la marmite d'huile fumante sur la cuisinière derrière lui. La bouteille se brisa contre la marmite. Whoosh! L'alcool frappa l'huile surchauffée et la flamme nue. Un éclairci de la gorge, énorme boule de feu éclata, roulant à travers le plafond comme le souffle d'un dragon. L'explosion soudaine de chaleur et de lumière fut aveuglante. Le système d'extinction d'incendie se déclencha instantanément. Clang, clang, clang. L'alarme hurla, puis la pluie chimique commença. Un agent extincteur blanc et poudreux jaillit des buses du plafond, remplissant la pièce d'un épais brouillard suffocant. La visibilité tomba à 0 en une seconde. « Mes yeux! »
cria Preston, tirant aveuglément. Bang! Bang! Des balles sifflèrent à travers le nuage blanc, ricochant sur des appareils en acier inoxydable. « Votre Excellence, bougez! » cria Eloane, plongeant vers l'endroit où elle se souvenait qu'Omar était agenouillé. Elle le trouva au toucher, saisissant la veste de son costume coûteux. Rampez, restez bas. Ils s'enfuirent à quatre pattes à travers la poudre blanche, toussant et s'étouffant. La cuisine était un vide blanc chaotique. Ils pouvaient entendre Preston crier de rage, tousser, trébucher sur les tables. « Où sont les portes ?» toussa Omar. « Par ici. » Eloane le guida vers les portes battantes de la salle à manger. Ils forcèrent les portes, sortant du brouillard blanc et tombant sur le tapis moelleux de la salle à manger. Le restaurant était en plein chaos. L'alarme incendie hurlait ici aussi. Des stroboscopes d'urgence clignotaient. Les clients hurlaient et couraient vers les sorties. « Mon téléphone !» Omar haleta, vérifiant sa poche. « J'ai un signal. 2 bars. » Il le sortit avec des doigts tremblants et recouverts de poudre. Il composa un numéro. « Commandant !» Omar cria dans le téléphone parlant un arabe rapide. « Je suis au restaurant. Code rouge, ils ont Yasmine. Envoyez l'équipe à son appartement à Londres. Maintenant, allez, allez !» Il écouta une fraction de seconde et s'affala contre le mur, sanglotant de soulagement. « Ils sont déjà là », s'étouffa Omar, regardant Eloane. « Mon équipe de sécurité. Ils étaient déjà à sa porte parce que j'ai manqué notre appel de contrôle. Elle est en sécurité. Les hommes devant sa porte ont été neutralisés. » Eloane s'affaissa contre le mur à côté de lui, couvert de poudre chimique blanche, ses cheveux en bataille, son tablier déchiré. « Elle est en sécurité ?» demanda Eloane. « Elle est en sécurité », hocha la tête Omar. « Bien, dit Eloane. Puis les portes de la cuisine s'ouvrirent en claquant. Preston Calloway émergea du brouillard blanc comme un démon. Son costume était couvert de poudre blanche, son visage rouge et boursouflé par la chaleur, l'arme toujours à la main. Il ressemblait à un fantôme. Il les vit. « Toi !» il haleta, levant l'arme. Il était à 10 pieds. Il n'y avait nulle part où se cacher. La distance entre le canon du pistolet de Preston Calloway et la poitrine d'Eloane était de 10 pieds, mais elle semblait des miles d'air froid et vide. L'alarme incendie continuait de hurler une bande sonore chaotique pour une exécution. « Pose le pistolet, Preston !» cria Derek Soule depuis l'embrasure de la cuisine derrière lui. L'avocat était couvert de suie. Ses coûteux mocassins italiens ruinés, son visage. Un masque de terreur absolue. « C'est fini. La police monte par les ascenseurs. J'entends les sirènes. » Preston ne regarda pas en arrière. Il ne cligna pas des yeux. La folie avait pris le volant. Il n'était plus un homme d'affaires. C'était un narcissique confronté à l'effondrement de son ego. « Si je tombe, » ricana Preston, ses yeux fixés sur Elo. « J'emmène la poubelle avec moi. Tu as tout ruiné. Sais-tu combien de travail a été investi là-dedans? 2 ans. 2 ans à le préparer. » Il gesticula sauvagement vers le chèque Omar avec le pistolet, puis le ramena brusquement vers Eloane. « Tu n'es qu'une serveuse. » Preston cria, sa voix se brisant. « Tu n'es rien. Tu essuies des tables. Tu ne peux pas gagner. » Elo regarda l'arme. Elle aurait dû être terrifiée. Elle aurait dû supplier. Mais elle ressentit un étrange calme glacial. C'était le même calme que son père, l'ambassadeur Keating, avait possédé lorsque la presse l'avait détruit. « Je ne suis pas juste une serveuse, » dit Eloane, sa voix coupant à travers le bruit de l'alarme. Elle fit un pas en avant. « Recule, » prévint Preston, son doigt se serrant sur la gâchette. « Je suis la fille d'un homme qui m'a appris que la vérité est la seule monnaie qui ne se déprécie pas, » dit Eloane, faisant un autre pas. « Vous pensez avoir du pouvoir parce que vous avez un pistolet, parce que vous avez de l'argent. Vous n'avez rien, Preston. Vous êtes vide. C'est pourquoi vous volez. Taisez-vous. » Preston rugit. « Je vais vous tuer. »« Faites-le, » défia Eloane, le regardant dans l'âme. « Tirez-moi dessus. Et après,
Vous pensez que vous allez sortir d'ici? Il y a des caméras qui enregistrent en ce moment. Il y a des témoins. Vous mourrez en prison, Preston. Un petit homme oublié et pathétique qui se prenait pour un requin, mais n'était qu'un parasite. La main de Preston trembla. La vérité le frappa plus fort qu'une balle. Il était déjà mort. Sa réputation, son affaire, sa liberté, tout était cendre. « Meurs » chuchota Preston. Il pressa la gâchette. Crac. Mais le coup rata. Non pas parce que Preston avait manqué sa cible, mais parce qu'une lourde soupière en céramique s'écrasa sur l'arrière de sa tête. Derek Soule se tenait derrière lui, haletant, tenant les restes brisés de la lourde vaisselle. L'avocat avait enfin trouvé une colonne vertébrale. Preston s'effondra en avant, le pistolet tirant sur le sol en tombant. Il frappa le tapis face la première et ne bougea plus. Eloane laissa échapper un souffle qu'elle avait l'impression d'avoir retenu pendant 3 ans. Elle regarda Derek. Je ne pouvais pas le laisser, balbutia Derek, laissant tomber le tesson de céramique. Il regarda Elo, les yeux suppliants. Je témoignerai. Je leur dirai tout sur l'escroquerie, sur votre père, tout. Avant qu'Eloane ne puisse répondre, les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrirent en un ping. « Police, lâchez ça! Mains en l'air! » Une douzaine d'officiers tactiques de l'unité de service d'urgence du NYPD envahirent la pièce. Fusils levés, lumières aveuglantes. « Ne tirez pas! » cria Omar, s'interposant devant Eloane et Derek, agitant les bras. « Je suis le cheikh Omar Aliad. Ces personnes m'ont sauvé la vie. L'homme au sol est l'agresseur. » La police se déplaça rapidement et professionnellement. Ils éloignèrent l'arme du corps inconscient de Preston. Ils menottèrent Derek, qui se laissa faire, pleurant doucement. Un médecin se précipita vers Omar et Eloane. « Êtes-vous blessé, madame? » demanda le médecin, vérifiant les yeux d'Eloane avec une lampe stylo. Eloane baissa les yeux sur son uniforme. Il était taché de graisse, de suie, d'eau et de poudre extinctrice. Son badge pendait à un seul fil. Elle regarda ses mains. Elles tremblaient maintenant, l'adrénaline s'estompant. Elle regarda Omar. Le milliardaire était assis sur une chaise, un masque à oxygène pressé contre son visage par un autre médecin. Il repoussa le masque et la regarda. Il ne parlait pas anglais. Il ne parlait pas à la police. Il la regarda droit dans les yeux et parla dans le dialecte du désert, doux et plein de révérence. « Et il a été Tabouki, dit-il. Tu es la fille de ton père. » Eloane sourit, des larmes coupant enfin des traces à travers la suie sur son visage. « Oui, chuchota-t-elle en arabe. Je le suis, toi. » Éclaircit la gorge. Jours s'étaient écoulés depuis que l'alarme incendie avait brisé le silence de la salle d'obsidienne, mais les échos résonnaient encore à travers la ville. Le scandale était sismique, un tremblement qui ébranlait les fondations du quartier financier de Manhattan. Le cycle de l'information avait été incessant. Chaque kiosque à journaux de la ville semblait crier la même histoire. Le New York Times titrait en gras d'encre impitoyable. La serveuse déjoue une fraude de 200 millions, l'héroïne silencieuse de la salle d'obsidienne. Le Wall Street Journal disséquait l'effondrement de Callaway Global, le qualifiant de chute d'Icare de la décennie. Preston Callaway, l'homme qui avait fait la couverture de Forbes un mois auparavant, était actuellement assis dans une cellule de détention à Rikers Island. Le juge avait refusé la caution, citant un risque de fuite significatif et les preuves accablantes fournies par son propre avocat. Derek Soule, ou plutôt le disgracié David Sarr, n'avait pas seulement craqué, il s'était brisé, désespéré d'éviter une peine à perpétuité. Il chantait comme un oiseau au procureur, révélant une décennie de corruption qui impliquait des juges, des banquiers et des diplomates sur 2 continents. Mais Eloane Keating ne lisait pas les journaux. Elle ne regardait pas les camions de presse garés à 3 pâtés de maison, leurs paraboles pointées comme des accusations vers le gratte-ciel. Elle se tenait dans l'étroite ruelle jonchée de déchets derrière le restaurant,
frissonnant dans le vent mordant de novembre. La lourde porte en acier claqua derrière elle avec une finalité qui ressemblait à un coup de marteau. Eloane ajusta la boîte en carton dans ses bras. Elle était légère, pathétiquement légère. Elle contenait une paire de chaussures confortables de rechange, une bouteille d'ibuprofène, une photo encadrée de sa mère et un manque distinct de dignité. « Je ne fais pas les règles, Eloane, » dit Giles. Le gérant se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant la chaleur de la cuisine de s'échapper dans l'allée. Il semblait mal à l'aise, déplaçant son poids d'un pied à l'autre, mais son visage affichait cette expression familière et pincée d'obstination bureaucratique mesquine. « Vous avez détruit la cuisine, » continua Giles, sa voix résonnant sur les murs de briques. Le système de suppression a ruiné 10 000 $ d'inventaire. Le wagyu, les truffes, les réserves vintage, tout recouvert de mousse chimique et la publicité. C'est trop de chaos. Nous sommes un établissement de haute gastronomie, Eloane, pas un plateau de films d'action. Les clients viennent ici pour la discrétion, pas pour des décences de police. Elo le regarda. Pendant des mois, la désapprobation de cet homme avait été la source de son anxiété quotidienne. Maintenant, il semblait petit, insignifiant. « J'ai sauvé un client, » dit Eloane doucement, sa voix stable contre le vent. « J'ai sauvé sa vie, Giles, et j'ai arrêté un crime. » « Vous avez causé une scène, » renifla Giles, redressant sa cravate comme si cela pouvait réparer le désordre à l'intérieur. « Et dans cette industrie, une scène est pire qu'un crime. Voici votre chèque final. Nous avons déduit le coût de l'uniforme comme stipulé dans votre contrat de travail et les frais de Kane. » Il tendit une enveloppe blanche avec 2 doigts, comme s'il manipulait quelque chose de contaminé. Eloane la prit. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Après les déductions pour l'uniforme qu'elle avait ruiné en rampant dans la poussière chimique et la casse de la bouteille de brandy qu'elle avait utilisée pour les sauver tous, le solde restant serait négligeable. Elle regarda l'enveloppe, puis elle regarda Giles. Elle attendit que la colère vienne, l'indignation justifiée à laquelle elle avait droit, mais elle ne vint pas. Au lieu de cela, elle ressentit une pitié profonde et épuisante. Giles était un homme qui regarderait le monde brûler tant que ses nappes resteraient blanches. « Gardez-le, » dit Eloane. Elle tendit la main et glissa l'enveloppe dans la poche de poitrine de sa veste de costume en polyester bon marché. « Excusez-moi. » Giles cligna des yeux, stupéfait. « Vous en aurez besoin pour les frais juridiques, » dit Eloane calmement. « Quels frais juridiques? » Giles se moqua, forçant un rire. « La société ne me poursuit pas en justice. »« Non, » dit Eloane, un léger sourire triste effleurant ses lèvres. « Mais vous aurez besoin d'un avocat pour le recours collectif concernant les violations du droit du travail que j'ai observées au cours des 3 derniers mois, heures supplémentaires non rémunérées, manipulation des pourboires, conditions de travail dangereuses et, bien sûr, licenciement abusif d'un lanceur d'alerte. » La mâchoire de Giles tomba. « Au revoir, Giles, » dit Eloane. Elle lui tourna le dos, la boîte sous le bras, et s'éloigna dans la ruelle humide vers le filet de soleil lumineux de Manhattan au bout du tunnel. Elle sortit sur le trottoir, clignant des yeux. La ville était bruyante, indifférente et froide. Elle était au chômage. Elle était fauchée. L'adrénaline du coup avait disparu, remplacée par la dure réalité des prochaines factures de dialyse de sa mère. Mais sa tête était haute, elle avait retrouvé son nom. Elle n'était plus seulement la serveuse numéro 4. Mademoiselle Keating. La voix était douce, profonde et étonnamment proche. Eloane s'arrêta. Une élégante voiture de ville noire de minuit tournait au ralenti au bord du trottoir, directement devant une bouche d'incendie. Un chauffeur en costume sombre se tenait près de la porte arrière du passager, la tenant ouverte. Debout sur le trottoir, ignorant les piétons qui ralentissaient pour regarder, se tenait le cheikh Omar Aliad. Il était impeccable. La suie et la terreur d'il y a 3 nuits avaient disparu, remplacés par un costume bleu marine sur mesure et un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que toute l'éducation des loin.
Il se tenait avec la posture d'un roi, les mains jointes derrière le dos. Mais quand il la vit, le masque royal tomba et ses yeux se remplirent de chaleur. « Votre Excellence, dit Eloan, serrant plus fort sa boîte en carton, vous ne devriez pas être ici, la presse est partout, s'il vous voit. » « La presse peut attendre, dit Omar, congédiant les médias d'un geste de la main. Il s'approcha d'elle, entrant, éclaircit la gorge, dans son espace personnel, avec la familiarité d'un vieil ami. « J'ai une réunion aux Nations Unies dans 1 heure. J'espérais que vous vous joindriez à moi. » Eloan laissa échapper un rire court et incrédule. Elle désigna son manteau d'hiver usé, ses bottes éraflées et la boîte de babioles sous son bras. « Je suis à peine habillée pour les Nations Unies, Votre Excellence, dit-elle, et je ne pense pas être sur la liste des invités. J'ai d'ailleurs été renvoyée il y a environ 3 minutes. » « Je sais, » Omar sourit. C'était un sourire malicieux, un qui ridait les coins de ses yeux. « J'ai acheté le bâtiment. » Eloan se figea. « Excusez-moi? » « Le bâtiment, » répéta Omar, désignant avec désinvolture le gratte-ciel de 70 étages qui les dominait. « J'ai acheté la société de portefeuille à 9 heures ce matin. C'était un actif en difficulté compte tenu des récents problèmes de gestion. Giles travaille pour moi maintenant. Je crois qu'il est actuellement escorté par la sécurité pour incompétence grave. Il ne le sait pas encore. » Eloan le regarda. L'ampleur de la rétribution lui coupa le souffle. Ce n'était pas une vengeance, c'était un rééquilibrage cosmique. « Montez dans la voiture, Eloan, » dit Omar doucement, sa voix tombant à un registre sérieux. « Nous avons des affaires à discuter, et elles ne peuvent pas être discutées sur un trottoir. » Eloan hésita une seconde seulement. Puis elle tendit sa boîte au chauffeur, qui la prit comme s'il s'agissait d'un coffre de lingots d'or, et se glissa sur la banquette arrière. L'intérieur de la voiture était un sanctuaire. Il sentait le cuir riche et un léger jasmin. Le bruit de New York, les sirènes, les taxis qui klaxonnaient, les cris disparurent instantanément lorsque la lourde porte se referma avec un bruit sourd. « Où allons-nous vraiment ?» demanda-t-elle alors que la voiture s'insérait en douceur dans la circulation, glissant sur les nids de poules qui lui faisaient habituellement claquer les dents. « Vers l'avenir, » dit Omar énigmatiquement. « Mais d'abord, nous devons signer des papiers. » Il tendit la main dans sa pochette du siège et en sortit un dossier en cuir. Il était épais, lourd et terrifiantement similaire à celui que Preston Calloway avait essayé de le forcer à signer 3 nuits auparavant. Eloan tressaillit instinctivement à sa vue. « Ne vous inquiétez pas, » dit Omar doucement, voyant sa réaction. « Lisez-le. Lisez toujours les petits caractères. Vous m'avez appris cela. » Eloan prit le dossier. Ses mains tremblaient légèrement. Elle l'ouvrit. La première page n'était pas un contrat de construction ou de centre de données. C'était une charte. La Fondation Keating pour la justice et la transparence. Dotation initiale 200 000. PDG fondatrice Elo Keating. Eloan arrêta de respirer. Les chiffres nageaient devant ses yeux, se brouillant en un flot de zéro. 200 millions de dollars. L'argent que Preston a essayé de voler, expliqua Omar, sa voix basse et solennelle. Je ne pouvais pas, en bonne conscience, le garder pour moi après ce qui s'était passé. Il me semblait entaché. Il devait être purifié. Alors je l'investis. L'investir dans quoi? Chuchota Eloan, sa voix à peine audible au-dessus du bourdonnement du moteur. En vous, dit simplement Omar. Cette fondation fournira une aide juridique de premier ordre aux victimes de fraude d'entreprise. Elle se battra pour les personnes écrasées par les rouages du système, des personnes comme votre père. Et elle paiera l'éducation des étudiants qui ont le génie, mais manquent de moyens. Il marqua une pause, observant son visage. Je fournis le capital. Vous fournissez la vision. Vous la dirigez, Eloan. Autonomie totale. Elo ne pouvait pas parler. Elle toucha le papier, sentant la texture du papier filigrané. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi, c'était une épée. Il lui tendait une épée pour combattre les batailles qu'elle avait perdues des années auparavant. « Il y a une dernière chose, dit Omar.
Il atteignit la poche intérieure de sa veste et en sortit une seule feuille de papier pliée. Elle semblait vieille ou peut-être juste avoir beaucoup voyagé. Elle portait le blason officiel du ministère de l'Intérieur britannique. « Mon équipe juridique à Londres a été très occupée, dit Omar doucement. Basé sur la confession de David Sauer ce matin et les dossiers que nous avons récupérés de ces disques cryptés, le Crown Prosecution Service a pris une décision. » Il lui tendit le papier. Eloane le déplia. Sujet de Marcus, Keating statute, exonération posthume, restauration immédiate de la pension et des honneurs. L'air quitta les poumons d'Eloane en un souffle. Elle relut les mots encore et encore. Exonération complète, erreur judiciaire, excuse formelle. Les larmes vinrent alors, non pas les larmes polies et silencieuses de l'aristocratie, mais les larmes chaudes et désordonnées d'une fille qui avait porté une montagne sur son dos pendant 4 ans. La honte, la clandestinité, la dette, les murmures, tout était parti. Le fantôme qui l'avait hanté, l'ombre de la disgrâce de son père, avait été banni par la lumière de la vérité. Il peut se reposer maintenant, s'étouffa Eloane, pressant la lettre contre sa poitrine. Il peut enfin se reposer. C'était un homme bon, dit Omar, posant une main réconfortante sur son épaule. Et il a élevé une lionne. Eloane prit une profonde inspiration tremblante. Elle essuya son visage avec le dos de sa main, effaçant les dernières traces de la serveuse, de la victime, de l'exclu. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, regardant le milliardaire. « Pourquoi feriez-vous tout cela? La fondation est une chose, mais cela, déterrer le passé. Pourquoi? » Omar regarda par la fenêtre teintée le flou de la ville qui passait, son expression pensive. « Parce que vous avez dit la vérité quand il aurait été plus facile et plus sûr de rester silencieuse, » dit Omar. « Vous m'avez servi de l'eau, Eloane, mais vous m'avez rendu ma vie. Vous avez sauvé ma fille d'un monstre. Cela n'a pas de prix. » Il se tourna de nouveau vers elle, ses yeux sombres fiers de conviction. « Il y a un proverbe arabe, dit-il. Man alamani haran sirullahu abdan. » Eloane hocha lentement la tête, reconnaissant les mots anciens. « Celui qui m'enseigne une lettre, je deviens son esclave. » Vous m'avez appris à lire le monde différemment, Eloane, dit Omar, un petit sourire perçant sa solennité. Vous m'avez appris que l'honneur ne se trouve pas dans un titre, mais dans l'action. Je vous suis éternellement redevable. Eloane baissa les yeux sur le contrat de la Fondation Keating. Elle ramassa le lourd stylo plume en or posé au centre du dossier. C'était le même stylo qu'Omar avait failli utiliser pour signer sa fortune. Maintenant, elle l'utilisait pour bâtir un héritage. Elle ne le signa pas avec le gribouillis hâtif d'une serveuse essayant de libérer une table. Elle le signa avec l'élégance d'une PDG, Eloane Keating. La voiture ralentit à l'approche de la place des Nations Unies. Les drapeaux de 100 nations claquaient au vent, un kaléidoscope de couleurs sur le ciel bleu. Eloane les regarda. Elle n'était plus invisible. Elle ne se cachait plus dans l'ombre de la cuisine. Elle ne faisait que commencer. Preston Calloway pensait pouvoir acheter le monde, mais il apprit à ses dépens que l'intégrité n'est pas une marchandise que l'on peut échanger en bourse. Eloane Keating est passée de l'essuyage des tables à la réhabilitation du nom de son père, prouvant que peu importe l'obscurité de la pièce, la vérité brille toujours le plus fort. Le Cheikh Omar n'a pas seulement trouvé un partenaire commercial, il a trouvé une championne qui parlait la seule langue qui compte vraiment, l'honneur. Dans un monde plein de faux-semblants, Eloane était la vraie. Merci d'avoir écouté cette histoire de justice et de rédemption. Si vous avez apprécié le parcours d'Eloane, de l'outsider à la PDG, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à créer plus d'histoires comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la vérité gagne toujours. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu ce contrat? Faites-le nous savoir dans les commentaires si